Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence. Donc nous allons parler des usines à sites. Cette conférence est issue de à peu près 6 ans de rendez-vous clients, 6 ans de projets autour des usines à sites. Comme on va le voir, certains clients sont potentiellement très avancés, d'autres commencent la réflexion. Certains clients ont 6 ans, alors je ne vais pas appeler de retard, mais en tout cas, ils n'ont pas eu cette réflexion il y a 6 ans. Juste avant de commencer, je veux juste savoir qui est plutôt tech. Alors quand je dis plutôt tech, qui code au quotidien? D'accord. Et donc, a priori, les autres ne codent pas au quotidien et donc sont plus, on va dire, chez des clients, ou en tout cas, sont plutôt, on va dire, côté métier. Alors, donc cette conf, elle n'est pas spécialement très technique, mais on aborde quelques spécificités techniques par rapport aux architectures sur les usines à sites. Donc on va d'abord rappeler le contexte, parce que c'est très important. L'idée, c'est de vous amener à... L'idée est de vous amener justement dans une réflexion, c'est pourquoi nos clients nous poussent tous à leur construire des usines à sites. Et comme on va le voir, ce n'est pas une réponse technique. C'est-à-dire que moi, je vois souvent des clients qui me disent « Oui, mais quelle technologie je vais mettre en place, quelle architecture je vais mettre en place ?» Je n'ai pas la réponse. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, on va vous proposer différentes architectures par rapport à diverses problématiques. Ensuite, on va rentrer un peu plus dans la technique, on va vous proposer l'architecture, en tout cas les outils qu'on va mettre en place avec un Drupal ou avec un WordPress. Et ensuite, je vous donnerai des exemples en fait, d'implémentation qu'on a mis en place chez nos clients. Donc, je vais me présenter, donc Cédric Port, donc je suis le CTO, directeur technique national de Niji. Niji, c'est une société de 850 personnes aujourd'hui qui travaille essentiellement dans le digital. On est à peu près 120 dans le conseil, 120 dans l'ergo UX et 500 dans la technique. Et on est présent notamment sur Lyon. Alors moi c'est Yassim Brahmi, donc je suis architecte solution chez Niji. Donc je m'occupe de toute la partie web, à la fois pour les déploiements sous Drupal ou alors d'autres solutions open source d'une manière générale. Et j'ai un rôle aussi, j'accompagne en fait les entreprises dans leur réflexion autour des usines à sites également. Donc le contexte. Donc là je vais traiter dans cette conférence que du web classique, c'est-à-dire le web qui existe déjà depuis plusieurs années, c'est-à-dire avec nos écrans, nos smartphones. Je ne vais pas parler de tout ce qui est robots, objets connectés qui sont aussi en fait des interfaces web. Si on regarde le contexte depuis plusieurs années, ce qu'on voit, c'est que la digitalisation, en fait, c'est une grande tendance qui va encore perdurer. C'est-à-dire que cette conf, si je l'avais faite il y a 6 ans, j'aurais écrit pour les prochaines décennies. Et on voit, on est toujours dedans. On voit que les organisations, en fait, elles sont de plus en plus connectées, de plus en plus digitales. Elles inventent souvent en fait, de nouvelles façons de faire leurs affaires. Si on regarde par exemple les assureurs, ce qu'on voit c'est qu'avant il fallait aller dans un magasin, entre guillemets une agence, amener tous ses papiers, il y avait une personne qui saisissait tous les contenus et ensuite vous proposez de souscrire à une assurance. Aujourd'hui, la plupart des assureurs en fait, se sont digitalisés et vous pouvez souscrire à une assurance directement sur le net. On voit aussi qu'en tant que clients finaux, c'est-à-dire nous, on exige maintenant une bonne expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'on abandonne les sites web où on n'arrive pas à souscrire en 3 clics, par exemple. Tout ceci conduit à 2 sous-tendances. La première, c'est le nombre de sites d'une organisation croît exponentiellement. Ensuite, on a tout ce qui est lié à la complexité technologique. Aujourd'hui, les technologies évoluent très très vite, on va le voir. Aujourd'hui, d'après vous, combien de canaux possède une entreprise en France ? Quand je dis canaux, c'est combien de sites internet ou combien d'applications mobiles? Si quelqu'un veut commencer, 10, 20, 30, 40, 100, 200 sites, 500, 1000 40 sites? Au moins une centaine? D'après le Forrester, 268. Effectivement, par exemple, je vais vous prendre France Télévisions, ils ont 1300 sites Drupal. Alors déjà, voilà, ils ont 1300 sites web. Je ne compte pas les autres dans les autres technologies. Ce qu'on aperçoit aussi, c'est que les sites sont de plus en plus évolués. Donc dans les années 90, on avait le static web, donc pour les plus anciens, en gros, vous faisiez votre page en HTML, même avec Word, on pouvait faire des sites internet avec Word. Ensuite, on est passé au web dynamique avec les bases de données. Tout ce qui était le web assemblé, c'était tout ce qui était à base de composants. Et aujourd'hui, on est dans l'expérience web. Ce qu'on voit également, c'est que les entreprises, on parlait de 268 en moyenne, elles ont des sites par marque, par produit, différents par pays, par région. Ils ont des portails pour leurs filiales, leurs distributeurs, leurs franchises et pour leur campagne marketing.
La combinaison de ces tendances, le nombre de sites croissant, plus la complexité, est un véritable challenge pour les organisations. Regardons ensemble maintenant la situation actuelle chez la plupart de nos grands clients. Les organisations, comme on a pu le voir, elles ont des dizaines de sites, voire des centaines pour les plus grosses. On va retrouver un site institutionnel, on va retrouver un intranet, un extranet, un portail B2B, un site e-commerce, des blogs, des wikis. Ces nombreux sites, ils ont été mis en œuvre avec des technologies différentes. On va retrouver par exemple un WordPress pour un blog, un Magento pour l'e-commerce, un forum en PHP BBB, un site produit en .NET, etc., etc. Elles sont gérées par des équipes différentes. Elles tournent en production sur des environnements différents. Ce portfolio en fait, hétérogène a des multiples impacts sur les coûts de mise en œuvre et de maintenance. Plus vous avez de plateformes différentes, plus vous avez, des technologies différentes, plus les coûts vont être importants. Sur la sécurité, il faut suivre les patchs liés en fait, aux failles de sécurité sur toutes les technologies. Sur la gouvernance, qui dit plusieurs sites dans des technologies différentes, souvent ce sont des équipes différentes qu'il va falloir gérer. Sur la cohérence des informations, ça arrive que certains clients sont obligés de ressaisir du contenu, voire même des prix, sur des sites différents. C'est déjà arrivé que en fait, sur 2 sites différents d'une même société, vous avez 2 prix différents. Ensuite, vous avez, la plupart de ces sites vont avoir des fonctionnalités différentes, des échelles différentes, et également des longévités différentes. Vous allez avoir des sites qui vont être ce qu'on appelle nous en développement continu, c'est-à-dire des sites qui vont évoluer. Vous allez avoir d'autres sites qui vont être plutôt liés à un événement. Par exemple, la fête des Lumières de Lyon, vous allez avoir des sites qui vont sortir. Et d'autres, et ensuite vont disparaître. Certains de ces sites vont être gérés par le service informatique de l'entreprise, hébergés en interne, tandis que d'autres vont être gérés par le service communication et marketing. Donc là, normalement, les gens qui travaillent, ce qu'on appelle nous, chez les clients, vous allez vous reconnaître. Et souvent, ces sites vont être hébergés à l'extérieur. Souvent, on parle de shadow IT. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce mot, mais souvent, ce sont les applicatifs informatiques qui ne sont pas gérés par la DSI. Ce qui va se passer également, c'est que les données vont être saisies plusieurs fois et il va falloir mettre en place des interfaces entre chacun de ces sites pour pouvoir avoir du contenu, des prix partagés. Finalement, quelles sont les solutions pour les entreprises? La première, c'est que les entreprises vont se tourner vers des solutions qui permettent d'adresser aussi bien les plateformes simples que complexes, qui sont scalables, couplées avec un vaste écosystème de modules, pour construire différents types de sites. Les sites de marque, les intranets, les sites e-commerce, les sites communautaires, etc., etc. Dans un premier temps, ce qu'elles vont faire, c'est qu'en fait, elles vont construire tous ces sites sur la même technologie. Par exemple, Drupal, WordPress ou d'autres technologies. Mais maintenant, elles veulent aller plus loin. Ce qui va se passer, c'est que comme elles veulent accroître leur synergie et les économies d'échelle, en proposant sur la même plateforme toutes les fonctionnalités disponibles, toutes les typologies de sites, ça va leur permettre une homogénéisation en fait, du parc applicatif, parce que vous allez avoir une seule technologie, sur une seule plateforme. Vous allez avoir une formation simplifiée des équipes en interne, parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas obligé d'avoir des équipes formées, par exemple, à la contribution sur Drupal, contribution sur WordPress, contribution sur AEM, par exemple. Vous allez avoir des réductions de coûts de maintenance, parce qu'effectivement, plus vous avez le patch, par exemple, de sécurité ou de correctif de bugs, vous allez l'appliquer qu'une seule fois et pas N fois sur l'ensemble de vos sites. Vous allez avoir également une optimisation des ressources internes, puisque vu que vous n'avez qu'une seule plateforme, potentiellement, vous avez une seule équipe pour gérer cette plateforme, et plus N équipes pour gérer l'ensemble de vos sites. Et donc, en fait, les entreprises se tournent de plus en plus vers les usines à sites. Donc maintenant, nous avons bien compris le besoin. Regardons maintenant quelle architecture nous pourrions mettre en place. Mais en fait, qu'est-ce qu'une usine à site? On n'a pas tous la même définition. Je vais vous donner la mienne. Pour moi, une usine à site, c'est un corps modèle réplicable permettant de mettre à disposition un ensemble de fonctionnalités. Et quand je dis mettre à disposition, c'est rapidement. Et donc, en fait, ce corps modèle possède toutes les fonctionnalités et, on va dire, en un clic ou en quelques clics, on peut déployer cette fonctionnalité sur un des sites. Mais une usine à site, c'est plusieurs architectures possibles. En fait, on va avoir les enjeux marketing, business, métier, les attentes fonctionnelles et techniques qui vont permettre de déterminer les axes en fait, stratégiques d'une usine à site et conditionner son architecture. Par exemple, on a 5 impacts. C'est les 5 ronds colorés que vous voyez à l'écran. On va avoir la flexibilité en fait, de l'expérience utilisateur. On sait que, par exemple, dans certains CMS, il est très difficile de donner la liberté entière sur l'expérience utilisateur. Sur tout ce qui est mutualisation de contenu.
Aujourd'hui, la plupart des grosses plateformes proposent ce qui s'appelle des content hubs, donc des hubs de contenu qui vont permettre de partager en fait les contenus, ce qui permet d'éviter de la ressaisie, par exemple, qui est, on va dire, pénalisée par les moteurs de recherche, et également un gain de temps. Vous allez avoir aussi tout ce qui est une orientation multicanal. Est-ce que mon applicatif web, mon usine à site, permet d'adresser l'ensemble des canaux digitaux disponibles? Ensuite, la mutualisation en fait, de l'organisation, parce qu'on parle projet informatique, mais derrière, il y a une organisation à mettre en place. Pour la gestion de contenu, le design, le développement, la maintenance, l'hébergement, qui paye? Si on prend des grands groupes qui ont des filiales, qui va payer cette usine à site? Est-ce que c'est le groupe corporate? Ou est-ce que c'est les différentes filiales qui vont contribuer? Et enfin, l'architecture technique, parce qu'effectivement, elle doit être pérenne, évolutive. Quand on construit une usine à site, on évite de la construire pour 3 ans. On essaie de la garder le plus longtemps possible. Donc en fait, on va avoir 4 grands types d'architecture. Alors effectivement, certaines architectures, on va pouvoir faire un mix entre elles, mais on va essayer de rester, on va dire, assez simple. Vous allez avoir ce qu'on appelle, nous, une instance CMS par site éditorial. Par exemple, si on prend un WordPress ou un Drupal, vous aurez autant de sites, autant de Drupal que de sites Internet ou autant de WordPress. Chaque site Internet se connecte au back-end de l'entreprise. L'avantage, c'est que vous avez un socle en fait, qui est utilisable par l'ensemble des sites éditoriaux. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, vous ne pouvez pas partager le contenu facilement. Vous avez très peu de flexibilité d'un point de vue ergonomique entre les sites. Chaque site est vraiment indépendant. Et enfin, une architecture très contrainte en termes d'évolution. C'est-à-dire que si vous faites évoluer un site, et si vous voulez faire évoluer les autres, ben en gros, c'est vous appliquez des patchs ou vous faites évoluer chacun des sites indépendamment. Ensuite, vous avez la variante 2, c'est le multisite. Alors, qu'est-ce qu'un multisite, en fait? C'est comme si vous aviez un seul site Internet où on va, entre guillemets, simuler plusieurs sites Internet. Ou d'autres, on va dire, façons de faire. Là, l'avantage, c'est que comme vous avez un seul socle, vous pouvez partager facilement les contenus. Vous avez un seul back-office. L'inconvénient, c'est que ça ressemble plus à une architecture monolithique. Et vous avez moins de flexibilité sur le front. C'est-à-dire que si vous simulez 25 sites, les 25 sites doivent avoir un front, on va dire, qui se ressemble. Vous allez me dire, oui, mais on peut toujours faire différemment. Oui, on peut, mais dans ce cas-là, c'est peut-être pas la meilleure architecture à choisir. Ensuite, vous avez la variante 3, c'est le CMS en tant que API Manager. C'est-à-dire que vous avez des fronts, par exemple en Angular ou en React, qui vont consommer des services du CMS. Et le CMS va consommer du service de votre back-office. C'est-à-dire que lui, il est en tant que API Manager. L'avantage, c'est que là, vous avez une seule base de données centralisée, un seul back-office, parce que vous avez un seul back-end. Une flexibilité forte d'un point de vue utilisateur. Hein. Chaque front est vraiment indépendant. L'inconvénient, c'est qu'en fait, le CMS va jouer un rôle d'agrégateur en fait, de services. Et donc, qui dit changement de votre back-end dit potentiellement modification dans le CMS. Et ensuite, vous avez une variante 4 qui est un peu le Graal aujourd'hui, c'est une architecture en mode service. Votre CMS est un service parmi tant d'autres. C'est-à-dire que chaque front vont se connecter à votre CMS pour récupérer le contenu. Ils vont se connecter au back-office pour récupérer les données du CRM, les données de votre DAM, PIM, etc., etc. Donc ça, effectivement, quand on dit le Graal, c'est parce que c'est une architecture totalement distribuée. Vous avez une base de données qui va garder tous vos contenus. Et vous avez en fait également des fronts complètement indépendants. Là, je n'ai pas mis d'inconvénient, mais l'inconvénient, c'est le budget. Voilà. Effectivement, mettre ce type d'architecture a un certain coût. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder, et Yacine va nous le présenter, c'est on a pris les 4 architectures et comment on peut en fait les mettre en œuvre avec Drupal ou WordPress. Voilà. On aurait pu prendre d'autres CMS, mais il fallait bien s'arrêter à une liste de 2. Yacine. Alors oui, donc effectivement là, ce qu'on vient de voir, donc on a vu globalement des architectures qu'on peut mettre en place sur les sites, et puis maintenant on va voir dans quelle mesure avec Drupal ou alors avec WordPress on peut déployer ces types d'architecture, sachant que c'est 2 outils qui sont différents pour un public différent et aussi pour un besoin parfois qui est également différent. Alors donc
pour commencer là, donc j'ai mis quelques mots-clés qu'on va retrouver après par la suite, et l'idée c'est de savoir comment on peut le mettre en place sur un WordPress ou un Drupal. Donc tout à l'heure on avait parlé de la variante 1, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc un site qui est pour une fonction donnée, et puis si je souhaite avoir une usine à site, je duplique ce site-là avec tout ce qui va avec comme inconvénients et avantages. Donc c'est ce qu'on voit dans le multi-instance. Ensuite après vous serez confronté à quelques problèmes. Tout dépend de l'outil que vous allez prendre. Est-ce que c'est un WordPress ou c'est un Drupal? Par exemple, sur un WordPress, vous aurez un peu du mal à faire ce multisite en séparant les bases de données, alors que sur un WordPress, vous ne pouvez pas le faire ça. Par contre, sur un Drupal, vous avez cette possibilité-là de complètement séparer les briques logicielles qui sont derrière, que ce soit la base de données ou alors d'autres briques logicielles. Il y a une autre question qui se pose également quand on a des usines à sites, c'est ce qu'on appelle du shared content. Parfois, on se demande pour un contenu, pour tel site, on le publie et peut-être on aura besoin de le répliquer ailleurs. Donc un site qui pour une fonction corporate, et on a un autre site événementiel, on souhaite avoir le même contenu, sauf qu'il ne faut pas qu'on tombe aussi dans le duplicate content et toutes ces problématiques-là SEO. Donc comment on va faire? Est-ce qu'on peut le faire avec un WordPress? Est-ce qu'on peut le faire avec un Drupal? Sur un WordPress, on aura d'autres problématiques et on sera obligé de faire appel à d'autres services peut-être externes. D'autres services externes. Sur un Drupal, vous avez cette possibilité-là de faire du shared content. Vous avez un contenu qui peut être publiable partout sur l'ensemble des sites et vous pouvez gérer des droits spécifiques pour chaque contenu. Et enfin, la notion de multidomaine. Donc là aussi, c'est une notion qui est plutôt intéressante. Alors le multidomaine, est-ce que quelqu'un, donc quand je parle de nom de domaine, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Et l'idée, c'est est-ce que je peux avoir sur une seule instance, avoir plusieurs domaines qui pointent sur cette instance-là, tout en séparant, en cloisonnant les contenus. Donc là, les deux solutions peuvent répondre à ce besoin-là. En WordPress, en mode natif, vous avez cette fonctionnalité-là. Et sur Drupal également, vous avez de la possibilité de faire du multi-domaine. Et enfin, il y a deux notions qui sont spécifiques. Il y a la notion de réseau de site, voire même réseau de réseau. Je ne sais pas ce qu'il y a d'entre vous qui ont travaillé un peu avec WordPress. Il y en a des dans la salle qui ont travaillé avec WordPress. Je ne sais pas si vous avez expérimenté cette notion de réseau de sites, et voire même de déployer un réseau de réseaux. Ça veut dire que vous avez une grappe, et puis derrière, vous chapeautez ces grappes-là avec une instance au-dessus. Donc là, vous avez en mode WordPress, vous avez la possibilité de le faire. Il faut juste rajouter, vous avez plusieurs plugins qui permettent de faire de réseau-réseau. En natif, vous pouvez la possibilité de déployer un réseau de sites sur un WordPress. Pour avoir cette notion-là de réseau, là, vous avez besoin de 2-3 plugins qui peuvent vous aider comme ça à le déployer. Contrairement, vous avez la notion dans Drupal, une notion un peu qui s'appelle de profil, ou alors même, on peut le vulgariser en mode distribution. Sur Drupal, vous avez cette notion-là de pouvoir créer un profil qui crée une configuration donnée qui permet de déployer un site. Donc vous avez le même socle, vous avez le profil qui permet de charger certains modules qui va répondre à un besoin. Je prends deux exemples qui sont plutôt antinomiques. Je prends par exemple un site corporate et un site e-commerce. Le public n'est pas forcément le même, le contenu n'est pas forcément le même. En termes fonctionnels, on est aussi à l'opposé. Par contre, on a la possibilité avec le même socle Drupal de déployer un site e-commerce et un site corporate par la notion de profil. C'est-à-dire avec un profil d'installation, vous avez la possibilité de charger les modules que vous souhaitez, la configuration que vous souhaitez, et là, du coup, vous allez donner vie à deux sites complètement différents. Donc là, vous pouvez les gérer en multi-instance, multi-DB ou autre, mais quoi qu'il en soit, c'est deux sites qui peuvent faire leur vie. Néanmoins, vous allez gérer le socle techniquement. Et là, vous allez mutualiser les pages de sécurité, la maintenance, l'hébergement et autres. Alors là, on détaille un petit peu le multi-instance, et là, on va voir un peu les pour, entre guillemets, et les contre. Qu'est-ce qu'on y gagne d'avoir du multi-instance,
et quels sont finalement les inconvénients à ne pas le faire. Quand vous avez une multi-instance, vous pouvez gérer la charge du site. Je reprends mes deux exemples. Corporate e-commerce, ce n'est pas la même charge, ce n'est pas le même trafic, ce n'est pas le même besoin en termes de ressources. Donc je peux les gérer d'une manière indépendante. Quand vous partez sur du multi-instance, mis à part si vous faites appel à ce qu'on nous disait tout à l'heure, à du Content Hub, vous ne pouvez pas faire du partage de contenu. Ça veut dire derrière, soit faire des scripts bash ou alors l'automatiser manuellement, ça veut dire faire du custom. Vous n'avez pas en mode natif cette possibilité de le faire, mis à part de passer par des services qui permettent de partager les contenus. Et enfin, ça aussi, ça peut être intéressant. Et là, on va voir tout à l'heure avec ce côté-là infra, les déploiements se font d'une manière indépendante. Donc, on peut gérer les déploiements complètement d'une manière isolée et il n'y a aucun rapport, disons, technique entre les instances. Alors, le mono-instance. Donc là, je reprends un des exemples qu'on a eu tout à l'heure. Donc, le même site, parce qu'avec le même site, je peux faire plusieurs sites. C'est-à-dire la même base de données, le même socle technique. Est-ce que je peux faire le même site? Donc là, en WordPress, donc on parlait tout à l'heure sur des réseaux de sites, il prend ça en mode natif. Juste une petite précision, c'est un peu technique, mais sur WordPress, vous rajoutez 4 à 5 lignes de code dans le fichier de configuration et vous avez le multisite qui est déployé sur WordPress. Drupal, c'est exactement la même chose également. Vous n'avez pas besoin de plugin ou alors une configuration complexe. Alors, maintenant, mono-instance et multi-domaine. Donc là, on a aussi une deuxième notion, c'est-à-dire que j'ai toujours mon instance. Maintenant, comment je vais faire pour la déployer sur des domaines différents? Là aussi, vous avez en mode natif, à la fois sur WordPress et Drupal. Une fois que vous avez activé le multisite, vous avez une conf qui vous dit vous souhaitez pointer ce domaine-là vers ce site-là, vous souhaitez pointer ce contenu-là qui est associé à ce domaine-là, vous pouvez le faire tout simplement en mode interface utilisateur, sans aucune connaissance technique au préalable. Alors, petit focus sur réseau de sites. Donc effectivement, on avait dit que WordPress prenait en charge en mode natif cette fonctionnalité-là, sauf qu'on aura que quelques soucis. Alors, ces soucis, c'est que vous déployez une extension par exemple, cette extension-là, elle sera visible sur tous les sites. Elle n'est pas activable complètement, je peux l'activer par site, néanmoins le code chargé, il sera chargé partout. Ça veut dire que si vous ne faites pas attention de l'extension que vous chargez ou du plugin que vous chargez, possibilité d'avoir des problèmes sur tous les sites. Vous avez aussi un autre problème, c'est que vous aurez une seule base de données. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va garder la même base de données pour des sites multisites, enfin un seul site où on a 300 sites en activité? Est-ce que c'est la même base de données? Est-ce que je dois trouver un autre moyen? Actuellement, WordPress ne peut pas faire ça, et même les extensions qui proposent un peu d'avoir une manière détournée, WordPress en soi ne recommande pas d'utiliser ce type d'architecture, parce que tout simplement, il ne sait pas gérer complètement ce type d'architecture. Donc, il faut peut-être chercher des solutions au côté infra. Si on a des solutions côté infra, on peut éventuellement partir sur du réseau de sites dans ce cas-là. Et un autre élément aussi, c'est l'industrialisation. Donc, vous savez que maintenant, c'est de plus en plus poussé, où on souhaite, au premier test d'intégration OK, on souhaite dans l'heure que ça soit déployé en production. On sait que ce n'est pas forcément le cas, mais on aimerait aller vers cette solution-là. Bien là, quand vous avez des réseaux de sites, ça devient problématique, ou alors il y a une réflexion profonde sur comment on fait du déploiement et de l'intégration continue sur des réseaux de sites. Donc il y a toute une réflexion à faire. Il y a la fonctionnalité, elle est là, elle est native. Par contre, vous avez une réflexion d'architecture, d'accompagnement sur à la fois l'outil
et aussi sur l'infra autour, afin de l'optimiser, afin de ne pas avoir de problème par la suite. Alors, petit focus sur les profils d'installation. Est-ce qu'il y en a ceux qui travaillent sur Drupal, qui l'ont déployé? Vous avez travaillé déjà avec des profils d'installation? Alors, donc les profils d'installation. Donc je trouve que c'est un bel outil, les profils d'installation. Donc dans le sens où, effectivement, je reprends l'exemple tout à l'heure, corporate, e-commerce, événementiel, on peut les déployer par profil avec leur configuration. On peut créer des distributions qu'on peut mettre à disposition à nos clients. On aura des clients qui veulent avoir des distributions opérationnelles avec une configuration, et à l'installation, on peut déployer ça. Le bémol, c'est que Drupal, la puissance qu'il a en tant qu'outil peut être une faiblesse. C'est que comme c'est un outil très flexible, c'est un outil où on peut manier la configuration au champ près. Si on n'arrive pas à configurer, à mettre en place ce profil-là qui soit déployable automatiquement et d'une manière à ne pas provoquer de régression, parce que c'est souvent le cas quand on a mal configuré ces profils, disons que l'explosion elle est imminente. Donc c'est un bel outil, mais ensuite il y a une réflexion sur comment on doit gérer la configuration. Juste une petite histoire sur Drupal. Il faut savoir que avec la configuration, on peut faire énormément de choses. Voilà, vous pouvez configurer un champ, vous pouvez configurer toute une arborescence, vous pouvez configurer des modules, des features à la base, où quand vous les installez, il n'y a rien qui se passe. Donc vous avez beaucoup de fichiers de configuration à gérer, et donc il faut les versionner, il faut savoir dans quel profil je dois les déployer, dans quelle instance en production je dois les déployer, ainsi de suite. Donc il y a toute une réflexion sur comment je structure mes profils Drupal. Alors, les déploiements. Donc, là, on fait un focus un peu sur les solutions, parce que tout à l'heure, on discutait un peu sur les problèmes d'infrastructure en soi. Eh bien, on a un peu de la chance, c'est que maintenant, vous avez pas mal d'hébergeurs qui proposent, qui remplissent un peu ce rôle-là de réflexion sur l'architecture. Vous avez par exemple, si je prends l'exemple de WordPress avec un WP Engine, je ne sais pas s'il y en a certains qui l'ont utilisé, l'usine à site, il la propose, pas qu'il la propose d'office, mais vous pouvez la gérer dans le back-office. Vous déployez un WordPress, vous n'avez pas besoin de redéployer une deuxième fois, vous pouvez instancier le WordPress pour un autre usage. Vous avez un problème de ressources, qu'elles soient en base de données ou d'autres services, eh bien, il répond à ce besoin-là. Donc, actuellement, il y a quand même cette offre hébergeur qui permet un peu de compenser, disons, les manquements le manque de flexibilité de l'outil. Sur Drupal, on a la même chose. Je prends que ce soit Panthéon ou alors Acquia, vous avez maintenant tout un panel d'outils qui permettent de déployer les profils, et vous pouvez complètement donner la main à votre client pour instancier les profils. Parce qu'on les a déjà verrouillés en amont, donc il peut dire, voilà, moi j'ai envie de déployer un nouveau site pour tel événement, je vais aller me connecter à l'hébergeur avec une interface dédiée. Et là, j'instancie mon profil, le nom de domaine pointe sur mon site, le profil qui se charge, et j'ai tout mon site tout beau qui est prêt à l'emploi. Donc là, quand même, on a une offre hébergeur qui compense un peu les faiblesses ou alors les inconvénients de ces outils. Là, on vous donne quelques exemples. Alors, je vais prendre le cas de la CCI. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens des CCI dans l'auditoire. A priori, non. Donc la CCI, c'est une entreprise. Enfin, la CCI, je ne sais pas si vous connaissez, mais propose en fait des services aux professionnels, des formations, etc. En fait, la CCI, c'est 127 CCI en France, à peu près, plus des CCI régionales, etc., territoriales. Et il y a une dizaine d'années, en fait, les CCI avaient chaque CCI était, de toute façon, chaque CCI est indépendante en termes de décision, en termes de gouvernance, en termes de budget et en termes de choix technologiques et d'intégrateurs. Donc voilà, chaque CCI faisait de son côté son site web ou ses sites web.
Il y a à peu près, avec la technologie qu'ils souhaitaient. Il y a à peu près 5 ans, la CCI de France, ou les grosses CCI, n'imposait pas, mais en tout cas orientait technologiquement le choix sur les sites web, c'était Drupal. Donc certaines CCI jouaient le jeu, d'autres non, pour X raisons. Et là, depuis 1 an, la CCI a fait le choix de proposer à l'ensemble des CCI une usine à site, qui est financée en partie par CCI France et de grosses CCI sponsors, mais en tout cas ne souhaite pas imposer. C'est-à-dire que s'il y a une CCI, par exemple CCI de Marseille, ne souhaite pas rentrer dans le cadre de l'usine à site proposée par CCI de France, c'est son choix. Et donc là, on a créé effectivement un profil d'installation pour adresser l'ensemble des sites web des CCI. On va retrouver des sites institutionnels, des sites e-commerce, des sites événementiels, avec des profils d'installation. Donc là, ils ont 2500 sites aujourd'hui, et l'idée, c'est d'en mettre 1500 sur cette plateforme. Donc là, on retrouve bien des clients qui ont eu une maturité digitale et qui sont passés du step 1 où chacun avait son petit intégrateur et sa technologie à j'impose entre guillemets une technologie et ensuite j'impose entre guillemets l'utilisation d'une usine à site. Il faut savoir que les CCI, c'était entre 5 et 10 millions par an de coûts internes et externes liés au fait à l'informatique web. Donc ce qui est quand même énorme. Là, ils espèrent de réduire drastiquement les coûts en fait, avec cette proposition. Donc là, on est vraiment dans une architecture, une usine à site, et sur une plateforme type Acquia, c'est justement pour le déploiement des sites, puisque ça peut se faire au clic. Une autre variante, donc là c'est le multisite Michelin. Michelin, c'est pareil, ils ont un site corporate, en gros par pays, donc ils ont des centaines de sites. Donc là c'est en multisite type WordPress. Arval, là c'est donc pour BNP, c'est la filiale qui s'occupe de louer les véhicules aux professionnels et on va dire, aux utilisateurs finaux dans certains pays et pas encore en France. Et là, en fait, on a créé 70 sites sur un seul site unique. Donc on simule en fait 70 sites. Il y a donc un seul back-office, alors on peut cloisonner, hein, donc on peut aussi avoir 70, enfin pour ceux qui contribuent, il y a 70 back-office, mais en fait il n'y en a qu'un, avec la gestion des droits et des rôles. Et donc là, l'idée, c'était de dire, en 3 secondes, j'instancie un nouveau site. Là, effectivement, c'est facile parce que c'est le même. Il y a juste à faire un clic, dire c'est un nouveau pays, je déploie l'URL et c'est fini. Bon, après, il y a toujours le contenu, mais ça, c'est commun à tous les sites. Là, l'idée, c'était pareil, rationaliser les coûts. Ils étaient en multi-site, mais pas sur un seul site. Ils avaient N sites web en multi-site Drupal. Et là, ils sont passés en unique site Drupal avec une gestion avec Domain Access pour ceux qui connaissent. Ensuite, la variante 3, c'est le CMS en tant qu'API Manager. C'est celui en fait, où il y a les fronts qui vont attaquer le CMS pour récupérer les données et le CMS attaque le back-office pour remonter les informations en fait, liées au système d'information de l'entreprise. Bon, Duel, ils ont fait ce choix pour créer des usines à site. En fait, c'est une usine à front, puisqu'en fait, on a un seul CMS et un seul back-office au final. Donc là, le front, on l'a fait en Angular avec un Drupal headless, par exemple, pour ceux qui connaissent. Donc là, ils vont assez vite dans le déploiement des sites. Hein, entre guillemets, il faut juste faire le front. Et ensuite, ils vont récupérer les contenus. J'ai pas d'exemple en fait de l'architecture en mode service, donc celle qui coûte le plus cher. Il y a des entreprises, notamment une entreprise qui est dans la restauration rapide et qui a un magasin, enfin qui a un restaurant dans chaque coin de rue en France, qui elle a un back-office qui lui permet déjà de saisir tous les contenus, de remonter toutes les informations clients. Et elle a un cours de réflexion pour créer justement une usine à front en fait, à front de site. Voilà, donc là c'est en cours, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas la fiche référence puisque le projet n'a même pas démarré. Voilà. Voilà, merci. Alors est-ce que vous avez des questions? On est à votre disposition. Il nous reste 15 minutes. La première est toujours la plus difficile. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer pour quelqu'un qui n'est pas technique la différence entre la variante 3 et la 4? Je vois, pardon. Ouais, merci. En fait, la différence, c'est que dans la 4, le CMS, là, on va dire, le logiciel qui gère le contenu, est un service comme un autre système du back-office, c'est-à-dire soit un PIM, je ne sais pas dans quel type de société vous travaillez, mais un CRM ou des fiches clients qui seraient dans votre CRM ou un PIM qui gère les produits. C'est un logiciel tiers comme un autre. Dans la variante 3, c'est le CMS qui agrège tous les contenus du back-office pour les faire remonter au front. Souvent, la 3, c'est la première étape avant de passer à la 4, en fait.
C'est ce qui coûte le moins cher, enfin à court terme, ce qui coûte le moins cher. Donc là, vous parlez de migration, ou une fois qu'on a le site. Bah, en fait, on va gérer avec, soit avec le robot.txt, par exemple, toutes les redirections, soit les solutions type Drupal, ils ont des modules qui le permettent de gérer justement le fait qu'il y avait des anciennes URL et qu'il faut les transformer dans une nouvelle URL. Ah oui. Enfin, l'identique, c'est-à-dire qu'il y a toujours des redirections vers le nouveau contenu qui a été migré. Maintenant, il y a une grosse partie de contenu qu'on ne migre pas. Et donc là, on les renvoie soit sur la page d'accueil, ce qui n'est pas l'idéal, mais on n'a pas trop le choix, soit vers le moteur de recherche, en lui mettant déjà des informations pour qu'il remonte des contenus qui seraient stockés. Maintenant, ce qu'on fait aussi, parce que ce qu'on voit quand il y a plusieurs sites, souvent il y a des contenus dupliqués. Et en fait, pour les grosses structures qui utilisent des usines à sites, on utilise des content hubs, des gestionnaires de contenu uniques, où là, on va utiliser l'URL canonique pour lui dire, bah non, le site A, c'est lui qui est maître de ce contenu-là. Le B peut l'utiliser, mais en tout cas, on prévient les moteurs de recherche que en fait, ce contenu est issu du site A. Mais cette partie, elle est souvent sous-estimée, hein, de moins en moins, mais elle l'est encore. En fait, qu'on migre des sites comme ça, des centaines de sites, il y a deux difficultés. C'est la migration des données. C'est toujours très problématique chez nos clients. Ils pensent que c'est super facile. On prend le contenu A, on le met dans le contenu B, enfin dans le réceptacle B. Bon, ok. Mais il y a et puis il y a l'archive. Enfin, il faut aussi faire le nettoyage des contenus, les modifier si elles ne rentrent pas dans la case B, etc. Et il y a la partie SEO qui est aussi une migration de données. Mais on la sépare toujours. Qui là, effectivement, aujourd'hui, le SEO, on sait que c'est super important pour être visible. Et donc, en fait, toute cette partie de migration, il faut bien l'anticiper. De toute façon, souvent, quand on met, il y a une perte de notoriété. Hein. Pendant quelques semaines, il faut la réduire au maximum, mais généralement on n'écoute pas. Donc, des clients des fois hésitent à migrer à cause de ça. Si vous êtes dans la première page de Google, vous savez que si vous migrez, vous allez passer à la page 10 ou à la page 100. Voilà, ça se gère, mais il faut souvent ce qu'on fait, c'est qu'on met des équipes à disposition dès qu'on met en production. On met des équipes on va dire, qui surveillent pour pouvoir analyser en fait le trafic, etc., pour améliorer, vérifier les erreurs. Et aussi proposer du nouveau contenu pertinent. Souvent, les clients, ils n'ont pas le budget, pas le temps de nettoyer leur contenu d'origine. Et souvent, ils nous demandent de tout migrer. Ce qui ne sert à rien, mais après, je peux comprendre. Ça prend du temps d'analyser chaque contenu, de dire celui-là, je le reprends, celui-là, je le modifie, celui-là, je n'en veux plus. Voilà, on préfère toujours tout garder. Comme ça, au cas où, si un jour j'ai besoin, je l'ai toujours. Sauf que quand vous avez des millions de contenus... Comment ? Oui, effectivement, c'est en fait souvent quand on fait une refonte ou une migration, souvent c'est l'occasion de faire mieux. Voilà. Mais par manque de temps, budget, ou j'ai pas envie, en fait, on migre tout. Avec ce modèle d'usine à site, comment est-ce que vous faites pour à la fois gérer la cohérence d'une multitude de sites, par exemple par pays, et en même temps donner la main aux gens qui gèrent ces sites par pays pour qu'ils puissent finalement se l'approprier, personnaliser, au-delà de juste mettre leur contenu. Mais, voilà. Ouais. Donc ça, c'est la grande difficulté. Et souvent, je dis, c'est pas un problème d'architecture, c'est un problème de gouvernance. Souvent, les clients veulent me voir parce que je suis CTO. Donnez-moi l'architecture idéale. Je leur dis non, je vous donnerai rien, vous allez être déçus. Expliquez-moi quelle est votre gouvernance cible ou celle actuelle, mais la vraie. Parce que souvent, ils disent, oui, moi je suis le corporate, on va dire, je suis à Paris, et j'impose à mes filiales françaises ou étrangères, c'est comme ça. Et je lui dis, ah bon? Et l'Italie, si par exemple, elle dit, mais attention, moi, si mon site ne ressemble pas à ça, je perds du business. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va remonter au DG Italie, qui va remonter au DG France, qui va remonter au DG groupe, puis ça va redescendre en disant, bah si, le site italien, tu me le fais comme ça, parce que c'est comme ça. Et souvent, 80% des cas, c'est comme ça. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut mettre ce qu'on fait pour la CCI et d'autres clients, une gouvernance technologique, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive technique sur l'architecture qu'on a choisie au départ. Ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, les usines à site, c'est usine sans S et site avec un S, et au bout de quelques années, c'est usine avec un S et site soit avec ou soit sans S. Et après, c'est refonte. Voilà. C'est très difficile. C'est soit, effectivement, le client a un pouvoir très fort sur ses filiales. Dans ce cas-là, il peut imposer
c'est rarement le cas. Donc on gère au quotidien. Mais maintenant, une usine à site, malheureusement, sa durée de vie, c'est voilà, 4, 5, 6 ans, 10 ans maximum. Là, le cas d'Arval, notamment, c'est effectivement, ça a été totalement presque imposé. Parce que en fait, c'est qu'un seul site où on simule 70 sites. Ils peuvent avoir la main un peu sur le front, ils ont la main sur certaines fonctionnalités. Par exemple, on peut avoir des clients qui ont différents CRM. Ça arrive suite à des rachats, ou voilà, ils ont un CRM sur Salesforce, un CRM sur SAP. Ça se gère. Maintenant, si cette société elle a 25 CRM différents, vous allez me dire ça se gère. Oui, mais bon, elle a 25 CRM différents, 25 fournisseurs, enfin 25 PIM, etc., etc. Et à un moment, ça devient une usine à gaz. Si vous avez un site où il y a tous les connecteurs pour toutes les solutions tierces de la planète, à maintenir, ça va devenir très difficile. Voilà. C'est un problème de gouvernance, c'est pas un problème technique. Maintenant, ce qu'on a fait par exemple pour la CCI, c'est qu'ils voulaient donner la main en fait à tout le monde pour créer leur site web. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis sur Acquia notamment. Mais on a développé une app market en fait. C'est les composants. N'importe qui dans une CCI qui a les droits peut activer ou désactiver un composant. Voilà. Donc on s'assure que le composant est compatible avec l'ensemble des distributions ou des profils d'installation. Et n'importe qui, entre guillemets, le webmaster peut dire bah, moi je veux activer le calendrier A parce qu'il est mieux que le calendrier B. Voilà. Ouais, allez-y, c'est à la suite. Si c'est à la suite. On peut avoir. Non, on peut avoir des thèmes différents. Bah, en fait, on a des profils d'installation, donc normalement, c'est pour ça que je parle de gouvernance technique, hein, je ne sais pas que c'est facile, mais on essaye d'avoir une cohérence globale. Donc les thèmes, ils peuvent être différents, mais on va s'assurer qu'avec le profil d'installation maître, il n'y a pas de régression. Et on check en fait, on fait un gros check pour le profil, on va dire le maître, et après on vérifie comme ça si ça ne casse pas d'autres briques sur les sites pays ou les sites filiales. Yes, je vais utiliser mon pouvoir d'avoir le micro, parce que ça fait plusieurs tours, je suis là en fait. C'est fait plusieurs tours que j'attends pour poser la question. Désolé. Dans les cas que vous avez donnés, comment vous faites votre choix entre WordPress et Drupal? C'est une question que je me pose. Alors, je vais vous donner mon avis. Alors désolé, je ne vous ai pas dit au début, mais je suis Drupal évangéliste depuis 10 ans. Mais je vais essayer d'être... normalement, je suis quand même assez agnostique. Ne sifflez pas, mais pour moi, aujourd'hui, où il y a peu de temps, WordPress était fait pour des sites, on va dire, simples, avec peu d'intégration dans le système d'information de l'entreprise. Et on réservait Drupal plutôt pour des sites où il y a une forte intégration avec le système d'information de l'entreprise, où il fallait créer beaucoup de modules custom. Alors vous allez me dire, oui, dans WordPress, on peut le faire. Oui. Mais WordPress est en train de changer aussi. D'ailleurs, WordPress commence à, on va dire, rejoindre Drupal sur ces pans justement-là. Et Drupal, avec la version 9 qui doit sortir normalement l'année prochaine, va essayer de rejoindre WordPress quant à l'usage plus facile du back-office notamment. Peut-être que dans 2 ans, en fait, WordPress et Drupal, ça sera la même chose. Voilà. Nous, aujourd'hui, en tout cas chez Niji, c'est un peu la réflexion. C'est les sites simples, pas trop complexes, c'est plutôt du WordPress. Intégration avec le système d'information ou de modules à développer. Par exemple, s'il faut faire je sais pas, un module de tarificateur d'assurance, peut-être qu'on le ferait plutôt en Drupal. Après, tout est discutable, puis après il y a certains, on ne sait pas trop. Voilà. Après on va regarder plus ou moins les disponibilités des équipes. On peut faire des sites Drupal, des sites qu'on aurait pu faire en WordPress, on peut le faire en Drupal. C'est juste, après c'est un choix. Il y a un élément qu'il faut juste rajouter, qu'on n'a pas fait forcément sortir. On l'a pas fait forcément sortir ici, c'est que l'usine à site, après il y a une question vraiment de méthodologie. C'est-à-dire l'usine à site, il ne faut pas la concevoir comme, il ne faut pas chercher l'outil qui fait usine à site. Il faut d'abord réfléchir à comment j'ai envie de faire mon usine à site, quelle est l'architecture, et puis je vais éventuellement voir les solutions. Parce que généralement, l'usine à site, on regarde vraiment quels sont les plugins, quels sont les features que je peux déployer rapidement, mais en réalité, en général, on se loupe. Parce qu'on n'a pas réfléchi à qui est destiné, qui peut déployer, dans quelle infrastructure, pour quelle cible. Et c'est là, finalement, qu'on arrive à choisir notre outil final. SOA avec un bus.
quand est-ce qu'on décide de splitter les instances? Parce qu'en l'occurrence, c'est un gestionnaire de contenu, puisque là, d'un point de vue performance, c'est catastrophique. Quand est-ce qu'on dit, à partir de combien de tables on dit stop, je fais N instances de type de contenu? Alors pour compléter, multilingue, multi-révision, la totale. Vous êtes sur une mono-instance, c'est ça? Yes. Vous êtes sur une mono-instance, et dans cette mono-instance, vous avez créé multisite, c'est ça? Non, non. Ou, non On n'est pas en multisite, on est en mode service. Mode service, ok, d'accord. Et vous, à quel moment vous allez dire que là, il faut que je passe à une autre instance là, c'est pas Drupal qui va vous dire ça, c'est l'infra sur laquelle vous allez déployer. Forcément, parce que si vous prenez par exemple, maintenant on a maintenant des héberges, enfin des infras en mode service, vous allez faire de l'autoscaling quelque part, vous serez jamais alerté. Vous serez alerté par la facture, éventuellement. C'est ça qui va vous dire, peut-être qu'il faut que je pense à autre chose. Mais sinon, vous n'avez pas de limite, et vous aurez peut-être des limites. Alors, je rentre un peu dans le détail. Tout dépend de votre contenu, comment il est fait. Si par exemple dans votre contenu vous allez rajouter des références à d'autres contenus, vous allez rajouter le paragraphe comme module qui lui agrège pas mal d'entités également, là vous allez effectivement complexifier, et encore je dis, l'hébergeur peut résoudre le problème. Donc finalement on peut fermer les yeux, sauf si on fait attention à la facture. Donc grosso modo, c'est je mets une base de données de 32 Go de RAM. Vous savez, si vous prenez un Drupal avec le cache, avec un site perso, il n'y a rien, prenez avec le cache, vous pouvez rapidement monter, rapidement, vous allez les mégas monter rapidement. C'est-à-dire que vous n'avez rien, et vite fait, vous avez une base qui fait 10 mégas, parce que vous avez un système de cache, vous avez pas mal de choses, qui permet ensuite de voir d'autres solutions, comment je vais ne pas travailler avec le cache en base de données, mais comment le déléguer à un autre service. Vous voyez, donc c'est pour ça que Drupal, il y a une flexibilité. Par contre, il peut devenir un cauchemar si on n'a pas une réflexion sur l'architecture en amont. Donc on n'a pas géré la dette technique. Parce que des fois, souvent, le Drupal au départ, il fonctionne bien, et puis au fur et à mesure, ça fonctionne moins bien, puis après, ça fonctionne plus. Et on dit, en fait, c'est l'outil qui est pas terrible. Mais souvent, c'est l'historique, en fait. C'est le poil historique. C'est que souvent, on met du budget pour de nouvelles fonctionnalités, mais on ne met pas de budget pour gérer sa dette technique. Je vous donne deux exemples vraiment tout bêtes. On va revenir sur Drupal. Une page, vous avez plusieurs manières de la générer dans Drupal. Avec vous aurez le même contenu. Hein. Vous aurez plusieurs manières de le faire. Vous pouvez le faire en mode contenu. Vous pouvez créer des vues. Vous pouvez installer un autre module qui va vous permettre de composer votre page à l'aide de blocs. Finalement, quelle est la différence? Parce que le résultat en tant qu'utilisateur, il n'y aura pas de différence en soi. La différence, c'est combien de requêtes j'ai fait sur ma base de données. Est-ce que mon PHP FPM commence à crier parce que je suis en train de faire de tourner sur une boucle qui va me récupérer plusieurs contenus ou alors plusieurs champs? C'est ça qui va me dire, finalement, comment je vais générer ma page. Donc, si je prends l'exemple comment je génère la page à comment je gère mon contenu, comment je gère mes différentes entités, tout ça pousse à réfléchir finalement avant que je travaille comment je vais optimiser le Drupal. C'est que vous avez des petites briques comme ça, comment je génère ma page, comment je crée mes entités qui permettent finalement d'avoir une optimisation de ma solution. Après, c'est aussi difficile de répondre, il faudrait vraiment qu'on sache exactement ce qu'il y a derrière, parce que je sais qu'il y a certains clients, ce qu'on fait pour eux, c'est qu'en fait, on split par langue, donc par pays. Et après, c'est le load balancer qui gère, en fait, si c'est l'anglais, je vais sur ce site-là, si c'est du français, je vais sur celui-là. Mais en fait, il faut regarder, parce que si vous avez 450 types de contenus, après, je ne connais pas votre métier, mais ça me paraît énorme, comme ça, là. Ils sont là. Voilà, non, mais je ne dis pas le contraire, peut-être qu'on aurait d'autres façons de faire, peut-être que vous n'avez pas le choix, là, comme ça, je ne peux pas répondre, sinon... Ce que je vous propose, c'est qu'on peut discuter après la conférence sur votre architecture. Hub, en fait. Comment ? C'est un content hub. Voilà, vous êtes en fait un content hub, tout simplement. Exactement. Pas d'autres questions ? Merci à tous.